Dans le cadre des Mardis Mallette, CMA-TV vous présente la chronique économique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique économique dans le cadre des Mardis Mallette. Alors, je suis en compagnie de Régent Lemieux, comptable agréé, comptable professionnel agréé, CPA maintenant. Alors, on va s'habituer. Maintenant, Régent, on va parler. Bonjour d'abord. Bonjour, bon matin Michel. Oui, bon matin. Ouais, on est pressé. J'ai tellement hâte de parler des sujets que tu nous proposes aujourd'hui. La semaine dernière, M. Biden, président des États-Unis, a été élu le 3 novembre dernier et officiellement, la sermentation a eu lieu mercredi dernier. Et tu parles d'un climat de stabilité par rapport au président Trump. Raconte-nous un peu comment tu vois ça ou comment les économistes voient ça également. Bien, effectivement, les économistes, dans le fond, fait beaucoup référence à une stabilité que ça va créer le M. Joe Biden. On l'a vu dès son arrivée au pouvoir comme président, la façon que ça s'est fait de la présidentielle, ça s'est fait de façon assez sobre. Donc, un retour aux sources, de vouloir faire des belles ententes avec les pays, entre autres le Canada. Et c'est sur cet effet-là que je veux mentionner, c'est que l'entente entre les Canada et les États-Unis, il y aura toujours une protectionnisme, bien entendu, mais on sent qu'on va sentir un respect, donc des meilleures ententes qui vont s'établir entre les pays. Quand on parle de respect, c'est qu'il y a beaucoup d'accords entre le Canada et les États-Unis, et ça, Joe Biden veut les respecter. Il le mentionne également aussi. OK. Par rapport à M. Trump, M. Trump n'a pas laissé, peut-être les derniers mois, là, parce qu'il était frustré d'avoir perdu ses élections, mais il n'a pas laissé les États-Unis dans une si mauvaise situation. Non, c'est ça. Effectivement, Trump, dès ses premières années au pouvoir, a vraiment relancé l'économie américaine de façon importante, création d'emplois. On a senti l'économie reprendre une vigueur importante aux États-Unis. Donc, rapidement, il a pris les choses en main. La seule chose que ça a laissé comme image, puis quand on parle d'image, l'importance de l'image, c'est l'élément peut-être qu'on reproche le plus à M. Trump. C'est vraiment, au point de vue global, mondial, il a laissé vraiment une mauvaise image par sa façon de réagir entre les pays, la façon de répondre à des questions sur Twitter, etc., qui faisait qu'on sentait vraiment quasiment une improvisation de sa part. Et ça a beaucoup insécurisé l'économie. Puis l'économie est basée beaucoup sur la confiance. Et vers la fin de son règne, ça a pris un peu une dérape, si on peut dire. D'ailleurs, dans les médias, on parlait que bon débarras. Donc, c'était vraiment des termes qui étaient utilisés par rapport à Trump. Quand même assez sévère pour un président américain de se faire dire ça par les journaux, de voir que son départ est apprécié. Là. Maintenant, M. Biden, c'est bon pour... ça peut être bon pour le Québec également, parce que le fait qu'on veut... Parce que là, le pétrole, c'est terminé, là. Même, on a arrêté de construire déjà cette semaine à l'installation, la sermentation de M. Biden. C'est l'Alberta qui y goûte, mais nous, au Québec, on peut être choyé par rapport à l'arrivée de M. Biden. Effectivement, Michel, c'est un très bon point que tu mentionnes. Quand on parle de Made in America, M. Biden l'a fait assez rapidement. Il a cassé l'entente avec Keystone en Alberta. 1000 emplois perdus rapidement. La bonne nouvelle par rapport au Québec, donc M. Legault l'a mentionné à plusieurs reprises lors de ses élections, nous, on a une énergie qui est propre. Les Américains la veulent, cette énergie-là. Donc, on sent qu'il y a une bonne entente qui va s'établir, entre autres, pour le nord-est des États-Unis, là, avec New York. Là. Donc, une entente pour Hydro-Québec de vouloir fournir cette énergie-là. Et aussi, je ne sais pas si tu te souviens, mais Marmet, qui est une entreprise basée à Trois-Rivières, qui fabrique également des éoliennes, ont eu un contrat important avec les États-Unis, avec l'État du Maine, pas du Maine, mais de New York, pour l'installation d'éoliennes dans le secteur de New York également aussi, pour vraiment réduire les effets de serre là, que les États-Unis propagent. Là. Puis on sent qu'ils veulent baisser de 85 %. Donc, la seule façon de le faire, c'est de trouver d'autres énergies que le combustible fossile qu'ils utilisent actuellement par l'électricité, qui ont déjà, mais qui veulent accentuer, et par l'énergie éolienne aussi qu'ils veulent faire. M. Biden est très pro-environnement aussi. Très pro-environnement. Et c'est très bon pour tout le monde aussi. Parce qu'il revient dans l'accord de Paris. Là, effectivement. Dans l'accord de Paris, l'acte de Paris a fait surface. D'ailleurs, dès sa première journée, il y a 4 éléments qui ont parlé d'importance. Il a parlé de l'acte de Paris, donc qui est vraiment cet élément-là. La COVID, bien entendu, qui veut prendre en main. Donc,
Enfin. Il y a du retard. Là, enfin, parce qu'il y a 400 000 morts plus tard, là, ouais. Jusqu'à maintenant. Il a parlé aussi qu'il veut réinjecter 1900 milliards dans l'économie. Donc, très bonne nouvelle pour les Américains pour recevoir un chèque pour relancer cette économie-là qui était aplatie au cours des derniers mois. Et la bonne nouvelle aussi pour les entreprises québécoises et pour nous, c'est que le taux d'imposition des sociétés va augmenter. Et ça, par contre, ça l'a joué contre lui un peu par rapport à Trump parce que Trump ne voulait pas augmenter les taux d'imposition alors que Biden le mentionnait clairement lors de sa campagne. Trump l'aurait baissé de 24 % et M. Biden l'augmenterait à 28 %. Alors, effectivement. Donc, ce côté-là, c'est une bonne nouvelle. Oui. C'est une bonne nouvelle parce que M. Legault le perçoit également positivement parce que ça permet d'avoir une concurrence entre ces différentes, nos entreprises canadiennes versus américaines parce qu'on avait vraiment un écart de taux d'imposition qui venait nous défavoriser ce côté-là. Maintenant, le taux directeur de la Banque du Canada, on l'a annoncé même la sermentation de M. Biden, c'est à peu près la même journée, je pense que ça s'est fait. Oui. Le taux directeur ne change pas. Pas de surprise, là. Je pense que ce ne serait pas le temps d'augmenter les taux d'intérêt. C'était prévisible. Dans le fond, qu'est-ce qu'ils ont mentionné? Dans le fond, la Banque du Canada, ils ont venu repositionner qu'est-ce qu'ils avaient parlé avant les fêtes, c'est-à-dire de maintenir le taux directeur à 0,25, donc le taux qui prête aux institutions financières. Et mentionner qu'ils ne voudront pas l'augmenter le taux d'intérêt avant 2023, une chose qu'ils nous avaient déjà parlé aussi. Donc, on sent que 2021, 2022, on ne devrait pas s'attendre à des hausses importantes des taux d'intérêt. Donc, bonne nouvelle pour les consommateurs, puis bonne nouvelle aussi pour les entreprises lorsqu'on fait des emprunts. Régent, tu parlais de 1900 milliards de dollars que M. Biden veut remettre, là, entre autres, remettre de l'argent aux Américains. Là. C'est la même chose au Canada. On est endetté cette année en raison de la pandémie. Est-ce qu'on peut se sortir de cette situation-là? Là, les taux d'intérêt sont bas, mais à un moment donné, ils vont monter. Et là, la dette monte. Est-ce que nos pays vont être obligés de faire faillite pour repartir sur un autre nom? Là? Bien, non, on espère que non, là, mais les économistes ne croient pas non plus parce que présentement, dans le premier trimestre, qu'est-ce qui était mentionné? On a une baisse un peu au niveau de la croissance de 2,5 %. Donc, de janvier à mars, qui s'en vient, il prévoit une baisse à cause que beaucoup de confinement qui est fait. Mais dès le mois d'avril et pour l'année 2021 et 2022, on parle de croissance de 4,5 à 5 %. Donc, ça, c'est bon. Ça veut dire que l'argent qu'on vous donne, vous allez probablement la reconsommer et nous la redonner indirectement. Fait que je pense en taxes de toutes sortes, là? Effectivement, en taxes de toutes sortes. Fait que quand on sent qu'il y a une croissance économique qui est prévue, avec l'arrivée du vaccin, etc., les économistes sont très favorables au climat positif qui s'en vient en général dans les pays. Et ça va de cette façon-là qu'ils vont recevoir l'argent. Mais bien entendu, c'est pas prévu pour 2021 ni 2022, mais le taux d'imposition des particuliers et des sociétés risque d'augmenter à partir de 2023. Ça, il faut s'attendre à ça comme consommateur. OK. On va falloir payer la carte de crédit. Effectivement. Donc, ça va être un retour au balancier. Dans le fond, on vous en donne, à un moment donné, il faut faire que ça revienne cet argent-là. Et la TPS, on parlait peut-être d'augmenter la TPS. C'est dans l'air, en tout cas? C'est dans l'air, effectivement. Ça fait partie des éléments qui veulent se servir pour ramener de l'argent dans les coffres du gouvernement. Et ce ne sera sûrement pas cette année parce qu'on peut être en année électorale. Effectivement. Très bon point. Le taux d'inflation en bas de 1 %, soit 0,7 %. Ça, j'aimerais ça que tu nous expliques. C'est basé sur quoi? On se base sur quoi pour nous dire aujourd'hui que le taux d'inflation est en bas de 1 %? Oui. Ça, dans le fond, Michel, à tous les années, on vient mentionner le taux annuel, comment il a été. En passant, c'est une bonne nouvelle en bas de 1 %. Là. Je vais en parler dans quelques minutes. Pour répondre à ta question, le taux d'inflation est basé sur les produits et les services qu'on consomme. Donc, dès qu'il y a une augmentation qui se fait, exemple, au point de vue alimentaire, on a fait une chronique là-dessus, il y a une augmentation des prix de l'épicerie, la viande, etc. Ça vient jouer sur le taux d'inflation à la hausse. Donc, on prend plusieurs produits et services et on fait une moyenne pour voir c'est quoi l'impact que ça a emporté comme taux d'inflation pour le pays. Donc, plus les produits augmentent et les services augmentent, ça fait augmenter le taux d'inflation. Et lorsque le taux d'inflation augmente, ça vient réduire le pouvoir d'achat du consommateur. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que lorsqu'on a un taux d'inflation de 1 %, ça veut dire que pour avoir le même budget, il faut que si tu n'as pas d'augmentation de salaire de 1 %, tu es à perte parce que ça te coûte 1 % de plus pour l'ensemble des biens que tu consommes comme consommateur. Donc, c'est ça qu'on prend comme indice. On prend les produits et les services qu'une personne consomme, on fait un calcul là-dessus, et s'il y a une augmentation en général des prix,
bien, ça a comme conséquence de venir augmenter le taux d'inflation. Mais le taux d'inflation est resté à 0,7 %. Très bonne nouvelle pour nous. Et des fois, les gens disent « Ouais, mais il me semble que ça a augmenté partout. » Pas tout à fait vrai. Si on prend seulement l'essence, en moyenne, l'essence, en 2020, a baissé de 14 %, qui représente quand même une part importante du budget d'un contribuable. Ce qui cause souvent l'augmentation du taux d'inflation. Effectivement, c'est ça. Fait que là, dans le fond, le fait que le taux de l'essence a baissé, qui représente quand même une dépense importante, c'en est un exemple. Le taux d'intérêt a baissé aussi. Donc, il y a des éléments qui ont fait en conséquence que le taux d'inflation s'est maintenu en bas de 1 %. Ça aurait pu être dramatique parce que tu comprends, dans une situation de crise, si le taux d'inflation augmente en plus, c'est ça qui peut causer une crise beaucoup plus importante. Donc, pour les économistes, c'est une très bonne nouvelle de sentir que le taux d'inflation est en bas de 1 %. OK. Mais les gens achètent moins aussi. Donc, si les gens achètent moins, ça veut dire que la production doit ralentir. Donc, tu es mis à pied. Est-ce que ça peut être le phénomène qui... Ça peut être le phénomène que si les gens décident d'arrêter de consommer, pour l'instant, on était quand même chanceux parce que l'argent qu'ils ont injecté, les fameuses PCU, etc., les différents programmes qui étaient donnés, les gens ont consommé moins, mais ils ont consommé différent plutôt. Parce qu'ils ont le pouvoir d'achat, pas le pouvoir d'achat, mais la consommation s'est faite de façon quand même assez importante, mais de façon différente. Mais les gens continuent à consommer. Qu'est-ce qui peut causer un problème? C'est lorsque les gens arrêtent complètement de consommer, ou du moins le réduire de façon importante. Et c'est là qu'une récession peut arriver. Et c'est là que la récession peut arriver. C'est les REER. Parce que là, on commence à en parler, on est en janvier. Il faut penser que là, c'est le temps d'acheter des REER parce que on est dans le rapport d'impôt jusqu'au 30 avril. Oui. Dans le fond, les REER, Michel, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? C'est déjà commencer à se préparer. Donc, se préparer, parce qu'on sait que les REER, on a jusqu'au 28 février pour les prendre. Et cette année, dans le fond, étant donné que les gens ont peut-être ramassé un petit peu d'argent, puis on sait qu'il y en a qui ont pris la PCU, qui ont reçu la PCU, il va falloir qu'ils redonnent cet argent-là. Ça peut être une façon de dire, de cette épargne-là, je vais prendre un REER pour éviter de payer de l'impôt au gouvernement. Donc, l'avantage du REER, c'est de prendre un montant d'argent et de réduire notre impôt dans le moment où on reçoit le plus, qu'on est vraiment actif, là, qu'on a vraiment un salaire plus élevé, etc. C'est là qu'on utilise le REER pour être capable de venir amoindrir notre impôt, parce qu'on sait qu'en vieillissant, notre revenu imposable baisse, puis à ce moment-là, c'est le temps de retirer, parce que notre impôt est palliatif. Fait que là, c'est à ce moment-là qu'on en profite pour venir amoindrir la courbe de l'impôt. Est-ce que c'est mieux, bon, je sais que tu n'es pas dans l'assurance, là, mais tu es comptable, est-ce qu'on est mieux dans tout dépendamment de la situation de la personne par rapport à la PCU, est-ce que c'est mieux de prendre un CELI ou de prendre un REER? Bien, lequel des deux est plus avantageux? Oui, c'est complètement différent dans les deux cas. Oui. La priorité, c'est toujours le REER. Pourquoi le REER? Parce que le REER permet de sauver de l'impôt. OK? Le CELI, lui, dans le fond, c'est lorsqu'on a comme maximisé notre REER, c'est là qu'on s'en va vers le CELI. Lui, le CELI nous permet seulement de sauver les intérêts de notre placement. Donc, c'est deux produits complètement différents. Donc, il faut que, dans le fond, lorsque tu prends un REER, tu retires de l'impôt, mais ton REER est placé en épargne. Alors que ton CELI, c'est lorsque tu as replacé ton REER, puis là, il te reste un surplus d'argent, c'est là que tu arrives avec ton CELI. Et ça, ils ont fait ça beaucoup pour les personnes d'un certain âge qui avaient des placements. Puis là, en plus de s'imposer sur leur Régie des rentes du Québec, leur pension de vieillesse, il y avait des intérêts s'imposer sur leur placement. Et là, ils ont dit, on va vous permettre de prendre des CELI pour les laisser dans ce programme-là et éviter que vos intérêts soient imposables. Donc, tu comprends, un donne un crédit, l'autre, il permet seulement de sauver l'économie sur l'intérêt que tu t'imposerais. Donc, okay. Ça prend quand on est rendu dans un CELI, c'est qu'on a vraiment des surplus de liquidité qu'on place, mais le REER est toujours prioritaire. On devait parler de la Régie des rentes, mais il nous reste 1 minute et demie. Là. Comment tu vois, est-ce que jusqu'à maintenant, par rapport à ce que les économistes ont prévu, c'est sûr qu'on est encore juste au mois de janvier, est-ce que les économistes avaient prévu, est-ce qu'on est pas mal... Sur la coche? La coche, oui. Je te dirais que, Michel, on est vraiment sur la coche. Les économistes, dans le fond, qu'est-ce qui se passe présentement? C'est passablement qu'est-ce que les économistes s'attendaient. D'ailleurs, la croissance, quand on parle d'une croissance de 4 à 5 %, ils s'attendent que c'est un minimum de croissance qui va se faire. Parce que la journée que les gens vont être capables d'aller plus loin que leur cours, là, finir après 8 heures, rester à la maison, là, ils s'attendent que, dans le fond, les voyages, les sorties, la restauration va exploser.
Parce que les gens ont Un peu comme ça a fait l'été passé. Là. Un peu comme ça a fait l'été passé. Dans l'été passé, la journée qu'on a pu un peu sortir, là, ça a été vraiment important, là, comment les gens ont consommé. Puis ça, comme on mentionnait tantôt, plus qu'on consomme, plus ça assure que l'économie va bien rouler. Et on ne sent pas présentement... C'est sûr qu'on est un peu démoralisé parce qu'on est par rapport à ça, mais... On est tanné. On est tanné, on ne se le cachera pas. Mais les gens, la journée que ça va se passer, ils vont consommer. Fait que on ne sent pas que les gens disent « Ouais, là, je vais me faire une réserve parce que j'ai peur, qu'est-ce qui s'en vient pour les prochains jours? » Quand tu arrives avec un vaccin, tu arrives avec une solution, ça vient rassurer les gens. Puis là, présentement, c'est un délai qu'on vit, un délai qui... le temps que le vaccin soit fait, on parle bien entendu jusqu'en septembre, octobre, novembre, peut-être que ça va être finalisé parce qu'il y a des retards, là. Mais les gens vont consommer, puis les économistes sont d'accord là-dessus, puis ça va emporter vraiment... ça va être la fiesta. Le fiesta. Merci beaucoup. Ça complète. Je vous le dis, on devait parler de la Régie des rentes, mais comme il y avait un tableau à présenter, on va regarder ça pour la prochaine chronique pour l'expliquer comme il faut, comment ça fonctionne, puis quand est-ce qu'on doit le retirer, puis quand est-ce que c'est préférable, parce que vous n'êtes pas obligé de le prendre à 60 ans, mais vous pouvez le prendre, et ça, c'est notre comptable qui nous expliquera ça dans une prochaine chronique, dans 2 semaines. Voilà, ça complète. Merci beaucoup, Régent Lemieux, comptable professionnel agréé, associé du groupe Mallette, dans le cadre des Mardis Mallette, donc 248-57-77 pour rejoindre Régent et ses collègues. Donc, ça complète notre chronique. La semaine prochaine, chronique juridique avec Nathalie Dubé. Il sera notamment question d'un quiz. Alors, c'est à ne pas manquer. Régent nous revient dans 2 semaines. Voilà, ça complète. Dans le cadre des Mardis Mallette, CMA TV vous présente la chronique économique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques.